Le temps, moins froid demain, mais prudence sur les routes. Les cadres, un candidat au présidentiel s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Pologne, guerre des nerfs entre dirigeants et syndicats. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'hiver est là, sensiblement plus tôt que les années passées. Il a neigé en abondance sur l'ouest, ainsi en Bretagne ce matin, entre 10 et 15 cm de neige selon les régions. Un thermomètre sévère, moins 7 à Brest, moins 8 à Landivisiau. Une circulation souvent paralysée, notamment entre Rennes et Saint-Malo et entre Saint-Brieuc et Loudéac. En Normandie, d'innombrables poids lourds se sont trouvés immobilisés ce matin entre Rouen et Le Havre à cause du verglas et du brouillard. Des images inattendues si tôt dans la saison. On a beau se persuader que l'hiver est proche, rien n'est plus déroutant que ces images tournées ce matin sur la Nationale 15 entre Rouen et Le Havre. 1 millier de poids lourds immobilisés pendant plus de 3 heures par le verglas et les nappes de brouillard. Immobilisés dans les deux sens sur cette route à 3 voies, les poids lourds ont formé un monstrueux embouteillage qui devait se dissiper qu'en fin de matinée. Dans l'ouest, la situation était exactement la même ce matin. Les couches de neige ont atteint 21 cm dans les côtes du Nord, 14 cm à Brest et 8 cm à Angers, ce qui constitue un record depuis 1946. Les habitants d'Ouessant eux-mêmes n'ont pas échappé aux inconvénients de cette véritable marée blanche. Ce soir, sur tous les réseaux routiers de l'Ouest, on ne compte plus les carrosseries enfoncées, mais aucun blessé grave n'est à déplorer. Or, nous sommes au début du pont du 11 novembre et même si tout le monde ne fait pas le pont, loin de là, il va y avoir beaucoup de voitures sur les routes. Au Centre national de la circulation routière, à Reny-sous-Bois, Laurent Bromette va nous dire comment se présentent les choses, tant pour la circulation, Laurent, s'il vous plaît, que pour le temps. Oui, vous m'entendez, Léon? Oh là là, très bien. Eh bien, écoutez, pas de problème sur les routes. En effet, je vous parlais hier d'une amélioration relative. C'est d'une amélioration tout court dont il faut parler, avec un redout. Pas de problème sur toutes les routes principales, sur tout le réseau. En revanche, sur le réseau secondaire, attention, si vous quittez les routes principales, principalement en Bretagne, en Normandie, ainsi que dans le centre, le Limousin, l'Auvergne et le Massif central, il peut y avoir encore localement du verglas et de la neige. Et puis la nuit prochaine, ce verglas pourrait se reformer avec les gelées. D'une part dans l'ouest, Bretagne, Normandie, d'autre part dans le nord, région d'Arras, d'Amiens, peut-être un petit peu également dans le nord-est. Point de vue météo maintenant, eh bien, amélioration. Dans le sud-est tout de même, de la Corse à l'extrême sud-est, encore quelques averses possibles. Dans toutes les régions méridionales, on peut dire qu'il fera beaucoup plus de soleil avec simplement quelques nuages. Températures fraîches le matin qui monteront l'après-midi à 12 ou 15 degrés. Moitié nord, c'est moins gai. En effet, il y aura beaucoup de nuages encore de la Bretagne au nord-est du pays, avec quelques averses possibles de pluie ou de neige, mais rien de trop grave, sauf peut-être en altitude. Quant aux températures, encore froides le matin, avec des gelées, elles remonteront progressivement et lentement dans la journée. Pour dimanche, enfin, eh bien, tandis qu'il continuera à faire relativement froid dans le nord, moins froid tout de même que les jours précédents, dans le sud du pays, après le redout, nouvelle vague de redout avec de la pluie qui arrivera par le sud-ouest et qui envahira progressivement les régions méridionales. Voilà, Léon Zitrone. En somme, ça s'améliore, mais pas très très vite et pas complètement. La brusque venue du froid a causé, vous le savez, une flambée des prix des fruits et légumes. Selon le ministre de l'Agriculture, M. Méhaignery, la situation redeviendra normale d'ici 2 ou 3 jours. La Confédération générale des cadres, la CGC, tenait aujourd'hui sa convention nationale, ouverte par son président, M. Jean Menu. Celui-ci a demandé aux délégués de déterminer le minimum que la CGC doit obtenir du gouvernement et du patronat pour que les cadres aient enfin le sentiment d'être écoutés et compris. En tout cas, à la fin de l'après-midi, les cadres se sont mis d'accord sur le principe d'une candidature de l'un des leurs aux prochaines présidentielles. Les instances statutaires de la CGC seront donc saisies de la décision à prendre si nous n'obtenons pas satisfaction quant à la candidature. C'est donc à une très forte majorité, plus de 80%, que les délégués de la Confédération générale des cadres ont décidé cet après-midi de se lancer dans la campagne des présidentielles. Le candidat ne sera désigné qu'en février prochain, mais déjà on dit que 4 postulants sont sur les rangs. Alors, première question, bien sûr, s'agit-il d'une candidature sérieuse ou bien simplement d'un moyen de pression sur le gouvernement? Le processus est engagé maintenant, vous avez vu l'enthousiasme qui a salué tout à l'heure cette décision, par conséquent, nous y allons.
Est-ce que vous pensez pouvoir avoir les moyens à la fois de recueillir les 500 signatures et d'avoir les moyens financiers de soutenir une telle campagne? En ce qui concerne les 500 signatures, je ne pense pas que nous ayons des obstacles sérieux. Notre implantation dans les régions, dans les départements et dans les villes est telle que nous trouverons bien 500 signatures. D'ailleurs, nous avons déjà des offres de signatures qui nous sont parvenues. En ce qui concerne l'argent, eh bien, nous ouvrirons une souscription publique parmi les membres de la CGC. Quelle que soit l'issue de cette décision, il reste que le syndicalisme cadre aujourd'hui a changé d'image. Limité jusqu'ici à quelques mises en garde catégorielles sur des problèmes de sécurité sociale ou autres, la Confédération Générale des Cadres, en adoptant cet après-midi ce cahier de doléances, vient de faire un pas en avant vers un nouveau syndicalisme. Ce cahier de doléances, en effet, est un violent réquisitoire contre la société actuelle, la politique du gouvernement et le fonctionnement des entreprises. Une position dure, donc, dont on ne saura que dans quelques mois s'il traduit un véritable changement chez les cadres ou bien s'il n'est dû qu'à une période de circonstances avec l'approche, bien sûr, des élections présidentielles. Au sujet de cette grogne des cadres, M. Barre, parlant à Lyon, a dit qu'il croyait que l'on veut exploiter la situation politiquement, mais le Premier ministre pense que ces manœuvres, dit-il, se heurteront au bon sens des Français. Fin de citation. Raymond Barre a d'autre part précisé et explicité ses récents propos concernant une possible baisse du pouvoir d'achat des Français. Le Premier ministre a dit que si l'on savait être discipliné et rigoureux, le pouvoir d'achat ne diminuerait pas forcément. Le chef du gouvernement a répondu aux critiques que lui avait adressées le RPR par la voix de son secrétaire général Bernard Ponce et que vous avez vu et entendu hier sur notre antenne. Le groupe parlementaire du RPR fait partie de la majorité, continue à faire partie de la majorité et vote le budget. Ce qui est quand même l'acte essentiel de la nation et l'acte essentiel de la politique d'un gouvernement. Certains RPR me critiquent, mais c'est leur droit. Mais vous ne voulez pas que je me mette pour leur faire plaisir à dire des choses auxquelles je ne crois pas. Échauffourée cet après-midi entre une délégation d'ouvriers licenciés de Manufrance venus de Saint-Étienne et un cordon de service d'ordre à proximité de Channona, puis de Dôme, où séjourne depuis quelques jours le président de la République. Ces incidents qui n'ont pas fait de blessés se sont produits lorsque les manifestants, un peu moins d'une centaine au total, selon les syndicats, sont venus remettre des photocopies des lettres de licenciement et ont voulu forcer un barrage établi par les gendarmes mobiles. Une délégation a pu toutefois approcher le château et remettre les dites photocopies à un colonel de gendarmerie pour qu'il les transmette au président de la République qui était absent toute l'après-midi. Le comité directeur du PS se réunit demain à Paris pour enregistrer les différentes candidatures socialistes à l'élection présidentielle. Plusieurs fédérations ont décidé de faire appel à François Mitterrand sans attendre que celui-ci se soit déclaré. Rien ne dit d'ailleurs que le premier secrétaire fera connaître sa réponse demain. Pour savoir comment les choses se sont passées dans le PS, Pierre Alain et son équipe se sont rendus auprès de la fédération de la Drôme, un département traditionnellement à gauche et dont les 2 sénateurs et les 3 députés sont socialistes. La fédération de la Drôme présente la candidature de François Mitterrand. Son image de rassembleur, l'espérance qu'il incarne. Ce soir-là, la commission exécutive de la Fédération de la Drôme allait débattre très rapidement de la candidature socialiste au présidentiel. L'issue ne faisait pas de doute. La majorité se prononcerait pour une candidature de François Mitterrand. Les rocardiens minoritaires ne voteraient pas. Nous allons essayer de compter aussi exactement que possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous trouvons normal que nos camarades du courant A, c'est-à-dire du courant Mitterrand, sollicitent la candidature de François Mitterrand, notre premier secrétaire, mais nous récusons l'idée que l'addition de ces sollicitations puisse déterminer, ou tout au moins donner une orientation de ce que voteront les militants dans notre fédération. Les rocardiens reprochent donc à leurs camarades majoritaires de vouloir, par cette procédure, influencer le choix ultérieur des militants. Les mitterrandistes s'en défendent. Il ne s'agit ni d'appel ni de pression sur les militants, il s'agit seulement de respecter les règles de procédure que le Parti socialiste s'est donné pour le choix de son candidat à la présidence de la République.
Il n'empêche que l'incertitude qui plane sur la décision de François Mitterrand embarrasse certains militants, ceux du courant Mauroy. Dans l'attente, leur cœur balance. J'ai l'impression que les militants et la population attendent une réponse claire et une réponse ferme. Vous êtes plutôt partisan d'une candidature de François Mitterrand ou de Michel Rocard? Personnellement, je pense que c'est à François Mitterrand à décider. J'ai toujours dit que dans ce parti, il est très riche de personnalités et d'idées et qu'il est indispensable que les deux aient leur place. Que François Mitterrand se décide demain ou plus tard, il y aura débat. On en a l'habitude au PS, mais de la nature de ce débat dépendra peut-être l'unité du parti. Si un affrontement entre Rocard et Mitterrand était un affrontement de personnes, un candidat jeune contre un plus vieux, un candidat moderne contre un ancien, cela serait profondément nuisible au parti et cela ne préparerait pas les conditions nécessaires pour une bonne élection. Si, par contre, le duel, comme on le dit, entre Rocard et Mitterrand recouvre une différence d'appréciation par rapport à la ligne politique du parti, une différence de nature entre la plateforme que le candidat devra présenter devant les électeurs de ce pays, alors il serait sain que ce duel, que nous n'appelons pas duel, mais que nous appellerons débat politique interne, ait lieu devant les militants, et que ce soit les militants qui, comme cela est prévu par les statuts, tranchent. Ce sont eux, en effet, qui auront le dernier mot. Les militants de base désigneront leur candidat par vote secret dans la première quinzaine de janvier. Quel qu'il soit, chacun l'affirme, il aura le soutien de tous. L'écrivain Jean Kéhayan a été officiellement exclu du Parti communiste. La décision a été prise par le comité central du PCF. Jean Kéhayan est surtout accusé d'avoir pris position publiquement contre la candidature de M. Georges Marchais. En revanche, l'historien communiste Jean Hellenstein, contestataire depuis plusieurs années, n'a pas subi la même sanction puisqu'il s'est mis lui-même, selon le PC, en dehors du parti. L'exclusion de Jean Kéhayan n'a pas beaucoup surpris. Le plus célèbre des exclus du Parti communiste depuis quelques années est Roger Garaudy, en désaccord avec la doctrine du parti. Il est exclu en 70. La même année, c'est Charles Tillon qui subit le même sort, mais la rupture est sentimentale. Il a critiqué le groupe Marchais. Auparavant, il y avait eu André Marty en 53 pour déviationnisme, et peu après, Auguste Lecoeur en 56. Georges Marchais affirmait l'an dernier que cette époque était désormais révolue. Messieurs, je vous rappelle que j'avais pris l'engagement qu'il n'y aurait aucune exclusion. Il n'y a eu aucune exclusion. Il y a des départs volontaires. Ça, vous ne pouvez pas empêcher quand même ça. Et encourager. Démocratie. Et encourager. Non, laissez-moi. Il y a aussi des gens qui ont du mal à récupérer leur carte. C'est ça. Monsieur Marchais. Il n'y a eu, messieurs, j'avais dit, il n'y aura aucune exclusion. Il n'y a eu aucune exclusion. Point. Aujourd'hui, c'est Jean Kéhayan, mais il faut noter que le PC n'a exclu que 7 de ses membres en 30 ans. On ne peut pas parler de machine à exclure, comme le disait Roger Garaudy. Une dépêche qui nous est parvenue après le début de ce journal, l'acteur américain Steve McQueen est mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui d'une crise cardiaque à l'hôpital de Juárez au Mexique, où il devait être opéré prochainement d'une tumeur cancéreuse. Âgé de 50 ans, Steve McQueen avait reconnu voici peu de temps qu'il souffrait d'un cancer. Steve McQueen était très connu des téléspectateurs et il l'aimait beaucoup. En Pologne, une soixantaine d'employés des services de santé et des instituteurs de Gdansk ont occupé cet après-midi les locaux de la préfecture. Ils entendent y rester jusqu'à lundi pour protester contre le refus des autorités de Varsovie de satisfaire leurs revendications salariales. En somme, Georges Bortoli, les mouvements de grève recommencent. En ce qui concerne cette occupation de préfecture, il peut s'agir de ce qu'on appelle une bavure, car dans les dernières heures, la tendance était plutôt d'un côté comme de l'autre, du côté du gouvernement comme du côté des syndicats Solidarité, à ne pas trop faire de vagues et plutôt même essayer de chercher la conciliation. En tout cas, de la part de certains dirigeants des syndicats, c'était très net. Mais de bavure en bavure, est-ce que ça ne va pas progresser? Est-ce qu'on ne va pas aborder le début de la semaine prochaine dans une situation de tension dangereuse? Je vous rappelle que lundi, la Cour suprême doit se prononcer sur la demande des syndicats Solidarité qui veulent que l'on
de leur statut la formule qu'on y avait ajoutée de force reconnaissant le rôle dirigeant du parti. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure la Cour suprême pourra faire droit à cette requête, dans la mesure où proclamer le rôle dirigeant du parti, ça me paraît un peu une revendication minimale, pas tellement peut-être de la part de M. Kania, mais de la part des soviétiques sur M. Kania. Alors, si personne ne veut ni ne peut céder, qu'est-ce qui va se passer? Bon, dans ce cas-là, la tactique habituelle d'un gouvernement, c'est de jouer les délais, c'est de jouer les prolongations, c'est de jouer, si vous voulez, le pourrissement. Et déjà, certains parlaient d'une possibilité que la Cour suprême ne se prononce pas lundi, mais mercredi. Cela dit, à partir de mercredi 12, on est sous la menace d'une grève tournante de tous les syndicats Solidarité de Pologne. Et cette grève serait doublement insupportable, je crois, pour le gouvernement. Insupportable premièrement sur le plan politique et deuxièmement peut-être aussi sur le plan économique, car la froidure aidant, si je puis dire, la situation de l'économie en général et celle du ravitaillement en particulier sont plus mauvaises, plus catastrophiques même que jamais. Aux États-Unis, M. Carter continue à exercer les fonctions et les prérogatives de président jusqu'au mois de janvier. Alors, une dépêche qui nous parvient, les États-Unis devraient très prochainement pouvoir arrêter leur position sur les 4 conditions posées par l'Iran pour la libération des 52 otages américains. C'est ce qu'a indiqué ce soir le département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères. Ces conditions sont encore à l'étude, mais nous avons atteint le stade des décisions. Alors, le président nouvellement élu, quant à lui, M. Ronald Reagan, a tenu hier une conférence de presse que nous vous avons montrée en direct et à la suite de laquelle on connaît mieux ses orientations politiques. M. Reagan, en effet, a présenté quelques-uns des hommes qui travailleront pendant les semaines à venir avec l'équipe en place de M. Carter pour assurer, le jour venu, une passation des pouvoirs sans heurts. La personnalité même de ceux qui ont été choisis éclaire et éclaire bien les intentions de Ronald Reagan. C'était la première conférence de presse de M. Reagan au lendemain de son triomphe électoral. Il s'en tenait plutôt bien tiré. Pour la forme, on a remarqué que, loin de négliger son colistier, le futur vice-président George Bush, il se tournait fréquemment vers lui. À travers les propos donc qu'il a tenus, à travers les hommes qui vont assister M. Reagan à titre provisoire ou définitif, on se fait aujourd'hui une idée un peu plus nette de son programme politique. Parmi les conseillers de la première heure, il y a le général Haig, ancien commandant en chef des forces intégrées de l'OTAN, un baroudeur, un dur, peu enclin aux concessions à l'URSS. Ce qui confirme le propos de M. Reagan, la politique de l'URSS est agressive. Quant au traité SALT pour la limitation des armements nucléaires, les États-Unis ne peuvent le ratifier qu'en fonction de l'ensemble de la politique soviétique. Autrement dit, si les soviétiques sont bien sages, on verra. Nota bene, le général Haig a toutes les chances, semble-t-il, de devenir un collaborateur permanent du futur président Reagan. Autre pilier de la politique étrangère de M. Reagan, le sénateur Jackson, un démocrate, mais très près des idées du président républicain, en particulier à propos du Moyen-Orient. Pro-israélien à tout craint, pour lui, comme pour M. Reagan, l'OLP n'est qu'une organisation terroriste à ne pas confondre avec les réfugiés palestiniens. En Israël, après l'euphorie des premières heures, naissent quelques motifs d'inquiétude, et si l'Amérique, dans la vague des économies réganiennes, allait réduire l'aide économique et militaire à Israël. Et puis, le président élu avec une si énorme majorité n'est plus tout à fait tenu de respecter toutes les promesses ultra-pro-sionistes du candidat, se dit-on amèrement, du côté de Jérusalem. Et le revoilà, Dear Henry, M. Kissinger, nommé conseiller du président pour les affaires étrangères. C'est une figure internationale très importante, peut-être trop importante pour un nouveau venu à la Maison-Blanche. Et puis, il reste très marqué par sa collaboration passée avec M. Nixon, qui n'a pas laissé un très bon souvenir aux États-Unis. Peut-être la collaboration Reagan-Kissinger ne sera-t-elle pas éternelle. Mais l'URSS fêtait aujourd'hui l'anniversaire de la révolution de 1917. Le ministre de la Défense, le maréchal Oustinov, a prononcé un discours très ferme sur la puissance soviétique, mais l'ensemble de l'attitude de Moscou par rapport à l'arrivée au pouvoir de M. Reagan est moins négative qu'on aurait pu le penser. Et le nouveau Premier ministre, M. Tikhonov, a même annoncé que l'URSS était prête à renégocier les accords SALT sur la limitation des armements stratégiques. Place Rouge ce matin, durant 2 heures, Léonid Brejnev va observer debout l'impeccable et habituelle parade militaire. À côté de lui, le nouveau chef du gouvernement, Nicolas Tikhonov.
Mais c'est au maréchal Oustinov, ministre soviétique de la Défense, qu'est revenu le soin de parler. Un discours ferme à l'égard de l'OTAN qui a paru faire écho aux premières déclarations de Ronald Reagan. Les forces soviétiques, a affirmé le maréchal, peuvent répondre à n'importe quel agresseur. Absent à cette cérémonie devenue, avec le 1er mai, le moment fort de la vie soviétique, tous les ambassadeurs occidentaux qu'avaient imité leurs collègues du Japon et de Chine, motif Kaboul. Les troupes d'infanterie de marine, le symétrique pourrait-on dire des Marines américains, éventuellement appelés à intervenir sur des théâtres d'opérations lointains, ont été les vedettes du défilé militaire. En revanche, aucune nouveauté en ce qui concerne le matériel, comme pour donner une image pacifique de l'Union soviétique, tout en rappelant sa force. Quant à Léonid Brejnev, il a voulu assurément confirmer aujourd'hui et sa bonne forme physique et le poids de l'Union soviétique dans le tiers-monde, en conviant à la tribune un hôte de marque, Marian Mengistu, leader de l'Éthiopie. Quant à la Chine, elle a modifié, elle aussi, son attitude à l'égard de M. Reagan dès l'élection, et elle le qualifie aujourd'hui, c'est l'agence Chine Nouvelle qui le dit, d'homme modéré et pragmatique. Le Premier ministre chinois, M. Zhao Jiang, a envoyé un message de félicitations au président élu, espérant, dit-il, que les rapports Pékin-Washington continueront à progresser. La monnaie allemande, le Deutschmark, connaît à son tour quelques difficultés par rapport au dollar et par rapport au franc. Le gouvernement français a décidé de prendre des mesures pour soutenir le Deutschmark à l'égard du franc, afin de maintenir un fonctionnement normal du système monétaire international au sein de l'Europe des Neuf. Pierre-Marie Thiaville, quelles mesures et pourquoi exactement? Alors Léon, je vous les donne en résumé. Le taux du marché monétaire réservé aux banques passe de 11,25 à 10,75% et les réserves obligatoires des banques augmente dans certains cas. Alors même en résumé, vous voyez que c'est assez technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout cela ne touche pas directement la vie quotidienne des Français, mais uniquement le travail des banquiers entre eux. En revanche, ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est de savoir à quoi ça sert. Et cela sert à éviter une dévaluation du mark qui réduirait à néant tous les efforts déployés depuis 2 ans pour harmoniser les monnaies et donc le commerce à l'intérieur de l'Europe. Alors vous allez voir comment ça fonctionne, c'est finalement assez simple. En ce moment, le mark baisse. Et c'est embêtant pour tout le monde parce que cela sème le désordre dans nos échanges avec l'Allemagne. Et le mark baisse parce que depuis quelques temps, des milliards de capitaux quittent l'Allemagne pour aller là où cela rapporte davantage, les pays à monnaie forte et où les taux d'intérêt sont élevés. Exemple, les États-Unis, vous savez que les taux d'intérêt remontent et le dollar aussi, surtout depuis l'élection de M. Reagan. Et en France, parce qu'en France, les taux d'intérêt sont très élevés et ça tout le monde s'en aperçoit tous les jours. Alors, pour soutenir ce mark, il faudrait freiner ce départ des capitaux flottants vers les États-Unis ou vers la France. Alors, il ne faut pas trop compter sur les États-Unis pour décourager le mouvement vers le dollar, mais la France peut essayer de décourager le mouvement vers le franc. Et c'est à cela que servent les mesures prises aujourd'hui. Alors, sans aller dans la technique bancaire, il faut retenir que désormais, les banques françaises ne pourront plus accueillir autant de capitaux étrangers, surtout venant d'Allemagne. Résultat, pour sauvegarder le système monétaire européen et éviter la dévaluation du mark, on affaiblit légèrement le franc. Aujourd'hui, ce franc peut se le permettre, mais enfin, si ce n'est pas un cadeau, c'est tout de même un bon procédé de Paris à Bonn, et à charge de revanche, du moins on l'espère, si besoin était. L'on a appris il y a 3 jours, mardi, et nous vous l'avions dit, que les forces libyennes étaient intervenues au Tchad pour soutenir M. Goukouni contre M. Hissène Habré. Voici les premières images reçues en France avec un commentaire de Bernard Rapp. Des soldats libyens faits prisonniers par les troupes d'Hissène Habré, telles sont les premières images de cette intervention libyenne au Tchad. En fait, il semble bien que ce soit 2 brigades d'infanterie renforcées par des chars, de l'artillerie et des hélicoptères qui soient ainsi venus prêter main forte au camp de Goukouni. Et toute la région du Tibesti, le sanctuaire Toubou, aurait été conquise. L'intervention libyenne ne constitue pas à proprement parler une surprise. En juin dernier déjà, un traité d'alliance avait été signé entre la Libye et le président Goukouni. Goukouni qui mène depuis 2 ans une lutte sanglante contre son frère ennemi Hissène Habré. Et aujourd'hui, l'intervention de Tripoli pourrait être décisive. Mais au-delà du Tchad, c'est toute la région qui est concernée, car les ambitions du colonel Kadhafi ne se limitent pas au Tchad. Déjà, il a appelé à la révolte les populations Toubou du Niger. Il ne dissimule pas que c'est tout le nord du continent africain qui l'intéresse. Voici dans ma main une sorte de galet marron foncé, presque noir. C'est ce que l'on appelle un nodule polymétallique, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs métaux. On le trouve au fond de la mer, le nodule, et les pouvoirs publics ont décidé récemment de relancer toutes les exploitations des ressources de la mer, pêche, aquaculture, et aussi nodule. Pour ceux-ci qu'on trouve à 5000 mètres de profondeur, il y a des techniques tout à fait particulières. Explication par Philippe Dumez.
Voici ces nodules tels qu'une caméra peut les observer au fond de la mer. On en trouve un peu partout, mais surtout dans l'océan Indien, l'Atlantique Nord et le Pacifique. Rien que dans cet océan, on estime que les réserves de nodules polymétalliques sont d'au moins 2 milliards de tonnes. Alors, étant donné l'immensité du territoire maritime français, ce pactole de matières premières est bien séduisant. Mais il faut aller le chercher, et ce n'est pas simple par 5000 mètres de fond. L'augmentation du budget pour ce secteur va permettre de fabriquer et de tester un robot automatique capable de remonter 150 kg à partir d'un site du Pacifique, avec presque un an d'avance sur le programme prévu. La mise au point de méthodes métallurgiques pour extraire le cuivre, le cobalt, le manganèse, le nickel et le fer contenus dans les nodules est presque au point. Il ne restera plus qu'à faire un modèle industriel parce que cette récolte ne sera rentable que si l'on remonte au moins 3 millions de tonnes de nodules par an. Commerce international de la France, le bon vieux Solex, va-t-il concurrencer en Chine le vélo chinois? Il se trouve que Motobécan négocie la mise en place en Chine d'une usine clé en main pour la fabrication là-bas de vélos Solex. Le contrat porterait sur 135 millions de francs et la production de l'usine serait de l'ordre de 100 000 à 300 000 deux roues chaque année. D'autre part, la France va fournir à la Corée du Sud 2 réacteurs nucléaires d'une capacité chacun de 900 MW. Le prix total des 2 réacteurs s'élève à près de 2 milliards de francs. Sport, hippisme, demain c'est un cheval français argument qui sera le favori dans le Grand Prix international de Washington. Il appartient d'ailleurs depuis peu à une écurie américaine, il sera monté par Lester Pigot. Football, tirage au sort pour le 3e tour de la Coupe d'Europe. Les 2 clubs français auront à affronter des équipes allemandes très fortes. Saint-Étienne jouera contre Hambourg et Sochaux contre Eintracht Francfort. Match aller en Allemagne, match retour en France. Les matchs aller le 22 novembre, les matchs retour le 5 décembre. Basket maintenant, Malines, regardez, contre Wrocław. Je ne sais pas qui joue à gauche, qui joue à droite. Je voulais vous montrer ce panneau qui est tombé en morceaux. Tony Zino met de sloophamer in de sporthal van Racing Mechelen. Maar hij zelf komt dan wel nog uit Amerika. Un accident que pour ma part je vois pour la première fois. Un jeune chanteur déjà célèbre, Yves Duteil, se produit à Paris au Théâtre de la Ville depuis quelques jours et jusqu'au 15 novembre. Signe distinctif, il n'est ni pop ni rock, il préfère la douceur et son succès est très vif. Un reportage de Monique Atlan sur cette nouvelle vedette du disque et de la chanson. John était amoureux, ça se voyait un peu. Il avait un air si bizarre, réveillait si tard. Il buvait tant de vin que souvent le matin on pouvait l'entendre de l'étang jusqu'au moulin. La fille aux longues mains ne disait jamais rien et le pauvre John pensait bien qu'à veiller dehors jusqu'au lever du jour, il en crèverait ou bien de froid ou bien d'amour. Une chanson, c'est un piège de mots et de musique dans lequel on enferme des sentiments. Et chaque fois qu'on s'en sert, on retrouve les sentiments que l'auteur y a enfermés, si on est dans la même gamme de sensibilité que lui. Et je crois que s'il y a quelque chose à quoi une chanson sert, c'est uniquement à ça. John était amoureux, il en a fait la boue. De la rivière au port, on en rit encore. Le soir au coin du feu, on écoute les vieux raconter l'histoire de John l'amoureux. Il aimait la statue d'une belle inconnue, morte 100 ans auparavant dans un ouragan. Il allait tous les jours lui dire son amour et noyer sa peine dans un verre à son retour. J'ai l'impression d'avoir maintenant l'expérience qui me permettrait de prendre une vitesse de croisière, ce qui ne veut pas dire que j'écrirai des chansons qui soient toujours plus ou moins les mêmes. Mais je me sens bien dans mon métier maintenant, avec l'expérience de toutes ces années. Vous avez un principe, c'est de ne pas faire plus de 6 galas par mois, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pas plus de 6 galas par mois parce que d'abord j'ai une vie de famille et que j'y tiens et que j'ai pas envie de passer ma vie sur les routes. Mais aussi parce qu'un spectacle c'est un peu un événement. Mais si on en fait beaucoup, enfin ça c'est ma façon de voir, si j'en faisais beaucoup, je crois que ça deviendrait très vite une habitude, une espèce de routine. Et pour l'instant, je me souviens d'à peu près chaque spectacle et de l'ambiance qui régnait à peu près dans chaque spectacle. Je voudrais que ça continue.
Il y aura en cette fin de semaine 10 ans que mourait le général de Gaulle. Demain, Antenne de Midi vous sera présenté sur le thème de Gaulle 10 ans après, avec 2 témoins qui furent les proches collaborateurs du général, Jean-Marcel Jeannet et François Gogel. 10 ans après sa mort, quelle place l'homme d'État disparu tient-il dans la vie des Français et dans l'histoire? Le long week-end ou le pont, comme vous voudrez, du 11 novembre, verra beaucoup de monde sur la route. Et l'état des routes, nous vous l'avons dit au début de l'émission, n'est pas bon, tant s'en faut, à cause des chutes de neige, du verglas, du brouillard et même du redoux. On vous recommande de prendre plutôt la route demain samedi après 15 h et de ne rentrer mardi soir 11 novembre qu'après 22 h, si vous le pouvez, évidemment. Notre édition est terminée, c'est Paul Amar qui vous présentera les dernières informations à 23 h. N'oubliez pas, demain Antenne de Midi, présentée par Noël Mamère. Et nous nous retrouverons, si tel est votre bon plaisir, demain soir pour le journal de 20 h. Bonsoir. Merci.